Bonsoir et merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Je suis ravi de participer à l'émission. Oui, c'est vrai qu'on essaie de réaliser cette émission depuis plusieurs mois. Heureusement, vous avez pu vous libérer. Alors, vous êtes à la fois nouvelliste, romancière, dramaturge, poétesse, conteuse, j'allais dire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un avis bien à vous sur la littérature féminine engagée. Ouais, exactement. Chantal Bonono, qui êtes-vous au-delà de ce qui a été dit? Bon, je vais d'abord embrayer avec la littérature engagée. Il y a un concept que j'explore depuis et j'ai eu la chance d'intéresser la ministre de la promotion de la femme et de la famille dans ce concept. Le concept de littérature féminine en ce qui concerne les féminicides. Féminicides. Donc, justement, nous avons avec elle déjà publié ces collectifs Polyfemmes, oui, qui donnent un peu une lecture de tous les aspects de la femme. Autant elle est sage, elle est mature, maternelle, responsable et tout, autant elle peut être très dure, méchante, sévère et irresponsable. La femme. Oui. On prend tous ces aspects en compte. Oui. Donc, le concept que je crée, c'est la féminicide-création. C'est-à-dire, dans les littératures, notamment, puisque je concerne les littératures à l'université, dans la littérature féminine notamment, quels sont tous les aspects qui renvoient à la femme quand elle souffre et quand elle combat pour se dégager des éléments mortifères qui essayent de l'abrumer, qui essayent de l'esclavagiser. Rassurez-nous tout de suite, il ne s'agit pas d'une littérature féministe. Un peu féministe, oui, mais il faut faire la différence entre le féminisme exacerbé, par exemple des Canadiennes, où le mari en vient apporter le nom de l'épouse. Hein? Bon, non, c'est pas ce féminisme-là, exacerbé, mais le féminisme quand même en tant que la défense des droits de la femme, le combat pour la lutte de son épanouissement, aux côtés de l'homme qui doit être son partenaire et pas son bourreau. C'est féminisme-là, oui. Vous avez proposé sur la place, vous avez proposé notamment ce recueil de poèmes, Entre lacs. Il s'agit de, on va dire, un florilège d'émotions qui se dégagent. Chantal Bonono parle d'émotions fortes, elle parle d'amour, elle parle de la place de la femme, elle parle un peu de tout. Finalement, même de la dépendance affective. Dites-nous-en un peu plus. Entre lacs, comme son nom l'indique, c'est un recueil en même temps intimiste, c'est le moi, et en même temps c'est universel, parce que c'est des sentiments que tout le monde partage. Donc, Victor Hugo avait dit ceci: quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Donc, en même temps que c'est moi, en même temps, c'est aussi les autres. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est un enchevêtrement de tous les thèmes pratiquement de l'existence. Le bonheur, l'amour, le malheur, les enfants, la famille, tout. Il y a un peu de tout là-dedans. Donc, c'est tous les recoins de l'être, en fait, que j'ai la prétention d'explorer. Je dis bien prétention parce que ce n'est pas le cas. C'est tout à fait particulier quand vous parlez d'émotions. Quelquefois, on dépend de l'être aimé. Quelquefois, on va dire, on subit les conséquences de l'émotion ou de l'énergie émotionnelle qu'on peut déployer vis-à-vis de la personne en question. Il ne s'agit pas seulement de l'être aimé comme une femme, un homme, mais peut-être même aussi les enfants, la famille, tout le monde qui nous environne. Effectivement. Dans quel contexte vous avez produit cet ouvrage? Dans quel état d'esprit précisément? À quel moment? Je dois dire que je sortais d'une
euh, grave crise, parce que je suis en fait, disons, j'ai une pathologie, hein. Moi je ne cache pas, je suis drépanocytaire homozygote SS, dont on appelle ça hématie. On dit, bon, elle est hématie, les hématies falciformes. Et on a souvent des périodes de grande douleur physique, dont les os font mal, on masse, on fait des injections à longueur de jour, à longueur de nuit. Parfois, on va jusqu'à être transfusé. Ouais. Donc, je sortais d'une grave crise. Et tout ce que j'ai vécu là comme épreuve, tout ce que j'ai vécu là comme crise, tout ce que j'ai vécu là comme aspiration, inspiration, souffrance, en même temps promesse, en même temps tendance vers, disons, la vie quand même, parce que la vie me tenait et tout. Ah bon. Donc j'ai passé en revue un peu de tout ce que... À l'intérieur, on va jusqu'à toucher des thèmes les plus sensibles, notamment la mort. La mort. Je dois dire que je suis un peu obsédé par la mort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le seul ouvrage. J'ai une pièce de théâtre, comme vous avez vu ici, j'ai fait un peu de tout. Vraiment. Oui, c'est ça. Conteuse et dramaturge. Donc j'ai une œuvre de théâtre là, c'est toujours le Jean-Claude Awano qui a l'amabilité, voilà, de publier. J'ai des chèques où je montre un peu l'humanité qui se livre à une partie des chèques avec la mort. Voilà. Pour montrer que l'humanité finit peut-être par perdre, mais quand elle perd de façon très honorable. Oui. Ouais. Bon, il n'y a pas que ça. Avec certains collègues, dernièrement, nous avons sorti Kumba, des Innocent Bloods. Enfin, à propos du massacre des enfants. Des enfants, Kumba, oui. On a aussi parlé beaucoup de morts. Il y a une autre pièce de théâtre où je montre comment la mort est un taximan et elle prend les passagers, elle essaie de les convaincre au fur et à mesure de se laisser prendre. Bon, il y en a qui résistent et il y en a qui se laissent faire. Oui. Est-ce qu'ils se laissent véritablement faire, là est toute la question. Une relation particulière vous lie également à Dieu. D'ailleurs, à l'intérieur, on peut découvrir « Ah mon Dieu », pour dire qu'il y a une relation particulière que la poète entretient avec l'au-delà. Je veux dire qu'avec le suprême, beaucoup plus. Oui, beaucoup. Hein. J'ai une autre pièce de théâtre là qui parle effectivement du suprême. Je l'appelle comme ça, j'appelle Dieu le suprême. Et il y a des entretiens tout le temps. Je crois que quand on dit dans une souffrance, quand on porte une maladie génétique et tout, et on a tendance soit à se rebeller, à ruer dans les brancards, à se révolter, à faire n'importe quoi, soit à être plus sage et à se rapprocher de Dieu. Hein. Et moi, j'ai plutôt choisi de me rapprocher de Dieu, d'être chrétienne. On voit bien que c'est carrément une danse des mots, des vers très parlants, des sonorités, des sons, des rythmes, du rythme aussi, des rimes du rythme aussi. Et on peut peut-être comprendre d'où ça vient lorsqu'on va voir le poème qui est dédié au professeur Jean Tabimanga. Qui a été un de nos professeurs à la fac et qui nous a vraiment marqué. On le voit bien à travers le poème. À l'intérieur, vous dites d'ailleurs que il vous gratifiait rarement d'un sourire. C'est très sérieux. Tabimanga était vraiment... c'était un personnage. C'était comme s'il était dans l'Olympe. Hein. Il était dans l'Olympe là-bas. Et pour l'atteindre, c'était pas possible. Hein. Et quand il faisait cours, franchement, aucune mouche ne passait. Hein. On s'est calme. Or, si vous connaissez les amphis, hein, vous savez comment ça se passe. En effet. Tellement bruyant. Mais lui, il réussissait à nous taire par sa présence et par son regard. Lorsqu'on regarde ce que vous décrivez ici dans votre poème et l'environnement qu'on nous sert dans les établissements, aussi bien scolaires, secondaires qu'à l'université, d'ailleurs vous êtes à l'ENS, vous donnez cours, est-ce que vous avez l'impression que l'enseignant a encore sa place, a encore le même respect qu'il y a plusieurs années?
Non. En fait, bon, merci de la question, parce que j'aime toujours parler de mon expérience du lycée d'abord. J'ai été professeur de lycée pendant 19 ans avant d'être professeur à l'université. Donc, et au bout de mon expérience du lycée, j'ai écrit un roman, La Craie Noire, qui parlait vraiment des conditions de l'enseignant. Oui. Autant l'enseignant avait des problèmes créés par son administration, autant il y avait aussi ses élèves qui lui créaient des problèmes. Oui. Donc, en fait, le métier de l'enseignant, si on n'a pas la vocation, on ne peut pas... C'est un véritable sacerdoce, quoi. Donc, je suis d'accord que avant, quand nous, comme vous le voyez dans le poème du professeur, on avait un tel respect pour l'enseignant. Et nous étions un peu comme à la maternelle, quand le petit enfant vient vous dit, non, ma maîtresse a dit ceci, donc c'est ça que je fais. Il tient tête aux parents, hein, il vous dit, ma maîtresse a dit ça, c'est ça que je fais. Moi, une fois, franchement, je vous l'avoue, mon fils est revenu avec son cahier, sa copie, et là, j'ai noté qu'il y avait, bon, juste une coquille, hein, c'était même pas vraiment grave et tout. Et je lui dis, bon, non, on va écrire ça plutôt comme ça. Il me dit, mais non, c'est au tableau, ma maîtresse a dit, je le fais. Oui. Et j'ai éclaté de rire parce que pour cette français que j'étais, mon fils ne me permettait même pas de corriger. Parole d'évangile, donc la maîtresse a dit. Et donc voilà, c'est un magistère d'ici. C'était comme ça avant, oui. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Les enfants sont devenus un peu plus libres. Je crois que c'est l'ère du temps aussi. Hein. L'ère du temps, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça, la mondialisation et tout. Les droits de l'enfant qui sont devenus, en fait, l'enfer pour les parents, parfois. Oui. Donc, c'est un peu compliqué maintenant. D'accord. Chantal Bonono, je vous reviens dans un instant très court. Permettez que j'accueille une autre auteure. Elle est jeune. La première fois qu'elle était passée sur ce plateau, c'était notamment avec son livre Leçon de vie. Dans Leçon de vie, elle nous avait marqué avec une petite histoire. Elle présentait une situation très particulière dans laquelle elle estimait que un monsieur pouvait arriver au travail en retard parce que sa femme avait fait un peu un malaise. Et cette jeune auteure qu'elle était à l'époque faisait savoir que c'était normal que le patron puisse punir cet employé qui arrive en retard simplement parce que il est resté à la maison, madame, ou bien au chevet du lit de la dame. Parce qu'en réalité, il n'est pas médecin et que ce dernier devrait se déployer. Trouver plutôt de l'argent pour venir soigner sa femme au lieu de rester à son chevet à ne rien faire. C'était quand même une pensée audacieuse. Et cette fois-ci encore, elle arrive avec beaucoup d'audace. Elle nous propose la face cachée des Miss, tout ce qu'on ne nous dit pas sur les concours de beauté. Béatrice Doudou, bonsoir et bienvenue sur le Point littéraire. Bonsoir, Jean-Jacques, merci. Ça fait tellement longtemps. Ouais. Beaucoup de choses ont changé entre-temps. Ouais, beaucoup de choses ont changé. Pourquoi la face cachée des Miss? Pourquoi est-ce qu'on a voulu bousculer ce secteur qui, jusqu'à présent, est resté un peu secret? Alors, bon, déjà, j'ai eu envie d'écrire ce livre un peu, enfin, il y a de cela 2 ans, avec beaucoup d'hésitation, étant donné que moi-même, aujourd'hui, je suis promotrice d'un concours de beauté. Mais, j'avais déjà commencé à écrire ce livre quand même, mais je ne l'avais pas encore publié. Enfin, je ne l'avais pas terminé. Quand je suis arrivée à la Cannes, cette Cannes-ci, en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré une jeune fille qui également est sur les réseaux et elle m'a fait part de son traumatisme. Elle a été à Miss Cameroun et elle a été traumatisée et elle m'en est tenue quelque part pour responsable parce qu'elle a dit c'est à cause des personnes comme vous qui ne nous avisez pas, qui ne nous dites pas certaines choses pour qu'on puisse être prévenu et qu'on sache réellement ce qui nous attend lorsqu'on se lance là-bas, que nous en sortons comme ça. Et un jour, vous allez payer la vie d'une jeune fille vous aurez la vie d'une jeune fille sur votre conscience. Votre conscience. Donc, ces paroles-là, je me suis sentie coupable quelque part parce que effectivement,
moi qui prône la justice et tout ce qui est droit, je me suis dit, j'ai manqué quand même. J'ai manqué quelque part en tant qu'ambassadrice de la jeunesse. Aujourd'hui, j'ai manqué quelque part et je pense qu'elle avait raison. Donc, du coup, quand je suis rentrée, j'ai décidé de finir le livre et de le publier. Voilà. Est-ce que vous faites le procès de Miss Cameroun, par exemple, et aussi par ricochet de tous les concours de beauté réalisés au Cameroun, en Afrique, francophone et anglophone? Le procès, non, je dirais pas un procès. C'est-à-dire, j'apporte juste une critique constructive pour qu'on puisse s'améliorer dans les concours. Je me dis, bon, si ces gens qui ont des concours de beauté en Afrique francophone et en Afrique anglophone, pour mon expérience aujourd'hui, moi qui côtoie et qui aujourd'hui a un concours de beauté, qui reçoit les Miss des autres pays anglophones comme francophones, je vois un peu la différence qui se passe, la différence qu'ils ont même déjà d'abord, qu'elles ont pourtant pour moi, ces filles, celles qui viennent des pays francophones, celles qui viennent des pays anglophones. Et par rapport à mon expérience, moi qui fais également des concours de beauté, comme Miss Cameroun, Miss Afrique, j'ai pu rassembler tout cela et me dire qu'il est temps que quelqu'un se lève pour parler quand même à ces comités-là, pour qu'ils puissent comprendre que on peut s'améliorer, on peut changer des choses parce qu'on n'est pas obligé de garder les mêmes... Enfin, le monde évolue, les choses changent. On doit se poser à un moment donné la question de savoir, mais pourquoi nous, les pays francophones, quand on va dans des concours internationaux comme Miss Monde, Miss Univers, on n'a jamais ramené de couronne. Pourquoi nous, non? Et pourtant, les pays anglophones, si. On a le Nigeria, on a le Kenya, etc. Mais pourquoi nous, non? Alors, j'ai commencé à comprendre pourquoi et voilà, j'apporte des... Oui. Vous parlez d'un environnement que vous maîtrisez très bien. Vous savez qu'heureusement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que les Miss, c'est généralement juste joli, et forcément rien dans la tête. Vous êtes notamment originaire de l'extrême nord, vous êtes titulaire d'un diplôme en sciences paramédicales, vous êtes ingénieur en télécommunications. Alors, c'est quand même un bagage important. Il faut rappeler que vous avez été Miss Afrique Tunisie 2017, Miss Diamond Cameroun 2017, Miss East Cameroun 2018, troisième dauphine Miss Cameroun 2018, auteur du livre, et tout. Vous êtes PDG d'une société, Empire Leaders Group, j'espère que je prononce bien, présidente fondatrice de l'association Better World Africa Foundation, présidente du concours African Miss University of the World, coach en développement personnel, et lorsqu'on vous regarde parfois sur d'autres casquettes, vous n'êtes pas, on vous reconnaît pas toujours. Ouais, alors, j'aimerais dire que, est-ce que le fait d'avoir organisé Miss University n'est pas pour vous un moyen d'abord d'écarter la concurrence avec ce livre, parce qu'à l'intérieur, vous nous faites quand même savoir que le concours Miss Cameroun a beaucoup d'amateurisme. Je crois que c'est le mot qui revient avec beaucoup d'occurrence à l'intérieur de votre ouvrage. On voit bien que vous démontrez qu'il n'y a pas de moyens, on ne donne pas d'argent aux Miss, les Miss se déplacent à leurs propres frais, les équipes qui sont mobilisées, pas de coach véritablement formé. Tout à fait. Alors, finalement, on n'élimine pas la concurrence techniquement? Non. Pas du tout, moi, je ne pense pas que c'est une concurrence. Et de toutes les façons, comme j'ai toujours dit, c'est ça qui nous permet de nous améliorer. Sans concurrence, on ne saurait s'améliorer. C'est ça qui nous permet de devenir, voilà, c'est quand il y a la concurrence que, comme j'ai l'habitude de dire, on lève le niveau à chaque fois. Donc, non. Je dis simplement, et après, bon, je ne tire pas, c'est pas un règlement de compte comme ce que les gens peuvent s'imaginer. Non, pas du tout. Je parle là des choses que je pense que si on améliore ça, ça sera vraiment l'idéal. Parce que moi, étant camerounaise, ayant une Miss Cameroun, c'est que chaque Camerounais se retrouve en ça. Effectivement. Vous voyez? Donc, quand elle va représenter le Cameroun, il ne s'agit plus d'un business d'une personne, il ne s'agit plus de l'idée d'une personne ou de concours d'une personne. Ça ne saurait être comme mon concours. Je veux dire, c'est pas la même chose. Pour moi, ça, elle représente toute une nation. Et je pense qu'on a quand même, pour ce qui est des coachs, je pense qu'au Cameroun, il y a quand même des coachs qui sont qualifiés. Il y a des gens qui sont doués dans leur domaine pour ça et qu'on peut travailler avec eux, qui ne demandent que ça d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils demandent autre chose. Il y a ça. Et au niveau des prix,
aussi, lorsque je dis qu'on ne reçoit pas, c'est vrai, on se déplace à nos propres moyens, on n'a aucun prix, même l'appartement, on les paye. Enfin, durant tout le mandat, ce sont les candidats qui payent, même pour aller à Miss Monde. Vous avez pu voir beaucoup de choses qui se disent, c'est qu'elles n'ont même pas l'argent, parfois les bagages. Parce que si une fille doit acheter ses propres robes, son maquillage, ses perruques, payer son billet d'avion, etc., 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 ça devient un peu, vous voyez, il faut avoir les moyens et parfois on est obligé d'aller chercher des sponsors, etc. Du coup, ça pousse certaines filles à faire des choses qui ne sont pas bien. Mais là encore, je rattrape parce que je dis que c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas assez de partenaires sponsors, parce que je sais ce que c'est qu'organiser un événement. Et c'est pourquoi, quelque part, je demande au gouvernement camerounais de plus accompagner Miss Cameroun. Ça veut dire que ce qu'ils font, ils peuvent faire mieux encore. C'est-à-dire, par exemple, décider que la Miss Cameroun, celle qui a été nommée, qu'ils prennent tout en charge pour la représentation du Cameroun à l'international, notamment à Miss Monde ou à Miss Univers. Comme ça, une jeune fille va s'occuper, elle va s'occuper du catwalk, de comment est-ce qu'elle va parler. Elle va plus se concentrer sur la compétition que de se concentrer sur comment chercher les moyens pour aller là-bas. Est-ce que finalement le concours Miss Cameroun, parce que déjà les gens en parlaient, plusieurs personnes disaient qu'à l'intérieur, la candidate, du moins la Miss, qui est généralement sacrée, c'est celle qui va s'entendre bien avec le comité d'organisation, qui est capable de mettre à leur disposition un certain nombre de moyens financiers. La Miss Cameroun, c'est donc un arrangement. Vous ne dites pas non. Parce qu'à l'intérieur, partant de votre propre expérience, vous faites simplement savoir que vous avez fait face à ces réalités. Vous étant naïf, vous ne saviez pas qu'il fallait notamment payer les tickets pour pouvoir être en pole position. Un fan club, etc. Alors finalement, est-ce que ça sert à rien de participer si tout est déjà arrangé en amont? Non, ça sert. Ça sert parce qu'effectivement, il faut se donner les moyens. C'est ce que je dis dans mon livre. C'est qu'il faut se donner les quand on décide de participer au concours de beauté. Moi, je refuse simplement. Je ne sais même pas pourquoi ils ont du mal à dire qu'il faut de l'argent quand on vient participer à un concours. Moi, je ne sais pas pourquoi quand on est une candidate, il faut apprêter son argent parce qu'il faut payer le fan club. Sans fan club, on ne gagne pas. Ça, vraiment, il faut qu'on se le dise. Sans fan club, tu ne peux pas remporter. Être Miss, c'est pas facile. Non, pas C'est-à-dire qu'il faut payer les gens pour qu'ils viennent vous acclamer, il faut payer les transporter. Il te faut une équipe qui vient avec un fan club. Avec un per diem à la fin. Voilà, il faut donner de l'argent à ce fan club, acheter des t-shirts et tout ce qui va avec. Donc quand quelqu'un peut me dire, on peut devenir Miss sans avoir un sou, je rigole, c'est faux. C'est très faux. Il faut quelquefois un peu s'entendre avec les membres du comité d'organisation. Ici au Cameroun. Ici et dans les pays francophones, oui. Comment peut-on expliquer que juste pour devenir Miss, on aille chez les marabouts, qu'on dépose sous le lit des gris-gris? Parce que le livre nous balance au visage des histoires assez intégrantes quand même. Ouais. Moi, j'étais choquée. C'est-à-dire, avant que je n'entre dans ce monde-là, quand je découvre ça, je suis choquée. Et même aujourd'hui, quand je suis promotrice, je vois ça dans mon propre concours. C'est-à-dire que les caméras, Dieu merci encore, dans mon concours, il y a les caméras parce qu'on fait une télé-réalité. Donc, on a pu observer, je dis n'importe quoi, enfin, pas n'importe quoi, la Miss sénégalaise, celle qui représentait le Sénégal à ce concours-là, est venue avec des gris-gris et effectivement, la caméra a filmé, elle a mis ça sur la porte de toutes les autres filles. Vous imaginez, pour une couronne, vous pouvez, pour une couronne, rendre les autres malades, etc. Toucher à la vie pour une couronne, vraiment, c'est là où je comprends que là, les concours de beauté, on peut voir comme si c'est une simple couronne, une écharpe qui ne signifie pas grand-chose, mais pour d'autres personnes, ils sont prêts à tout pour avoir cette couronne. Il y a beaucoup de harcèlement autour. Vous faites des révélations, mais vous dites, si vous acceptez de vous compromettre, c'est simplement parce que vous n'êtes pas prête. C'est-à-dire que sur le plan moral, vous n'avez pas un moral solide, parce que vous avez été tenté, des personnes vous ont approché pendant la compétition, avec des propositions indécentes. Vous n'avez pas cédé parce que vous aviez à l'époque là votre vision des choses. Mais lorsqu'on veut gagner, quelques candidates se laissent aller. Comment préparer donc finalement
ces dames, ces jeunes demoiselles qui s'en vont dans ces concours à ne pas céder? C'est pour ça qu'on écrit, c'est pour ça que j'ai décidé déjà d'avoir écrit ce livre. Parce que, je dis dans ce livre qu'il faut se préparer moralement, psychologiquement, avoir des valeurs vraiment très sûres. Et je m'adresse également aux familles, aux parents qui laissent leur fille partir, c'est qu'il faut un encadrement. Il ne faut pas laisser la fille comme ça parce que, attends, on fait un concours, on parle d'un concours de beauté. Ce n'est pas qu'au Cameroun, c'est partout dans le monde. C'est que quand on expose une beauté, nous sommes exposés à travers le monde aux yeux des vautours, des pervers, des gens qui regardent. Des gens qui regardent. Et il y a des gens qui peuvent vous tenter, parce que déjà aujourd'hui, le fait que nous, on expose notre corps, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit, est-ce que Miss égale à prostitution de luxe? Parce que beaucoup de gens nous regardent comme ça. Lorsque tu fais Miss, on se dit, si tu ne voulais pas vendre ton corps, tu n'allais pas l'exposer aux yeux du monde. Donc, quand ils arrivent, ils te font des propositions en contrepartie, voilà. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas d'accord au niveau où, par exemple, je l'ai dit même en 2018 quand on m'a interviewé, et je le redis encore aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé. Je refuse le thème où on dit que le comité d'organisation vous oblige à vous prostituer. On va même jusqu'au placement de filles. Voilà. À vous prostituer ou bien on vous place quelque part. Je dis toujours qu'on ne va pas vous obliger parce que personne ne viendra par force. Même si on vous place, on vous demande d'aller voir telle ou telle personne, on vous menace qu'on va retirer votre écharpe, etc. Mais vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir entre votre écharpe et votre intimité. Voilà, parce que donc, on ne vous oblige pas. Quelque part, vous êtes responsable. Il faut accepter que quelque part, on est responsable d'abord. Parce que dans la vie, on a un choix. On a toujours un choix. On ne choisit pas sous prétexte. Alors, si on a choisi en se disant qu'on aime cette gloire, on aime cette vie, qu'on ne dise pas qu'on a été obligé, parce qu'on n'est pas obligé. On nous a poussé, certes, mais quelque part, on a fait aussi le choix. Ça nous a juste... voilà. Peut-être même qu'on avait... Peut-être qu'on avait ça. C'est plus facile de pointer du doigt. Voilà. Alors, à l'intérieur du livre, vous racontez avec un tel naturel et concertant. D'ailleurs, vous dites quelque part que quand vous veniez faire le concours de Miss, vous ne connaissiez pas encore les affaires d'hommes. Non. Mais vous ajoutez à l'intérieur, c'est public, c'est pas... je vais pas évoquer. C'est public parce que c'est écrit dans le livre. Oui. Vous avez écrit un beau mot que vous étiez encore... Donc, comment savoir qu'il s'agit d'un harcèlement? Je ne vais pas dire le mot, chacun aura le temps de découvrir pour avoir les vérités. Comment savoir qu'il s'agit d'un harcèlement? Dans la mesure où, vous, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un plus tard dans le cadre de vos activités de Miss, avec qui vous avez été je ne vais pas dire flirté, vous êtes sorti avec lui 1 an. C'était un peu au Cameroun, on appelle ça sa sortie parce que au Cameroun, on dit que quand vous n'avez pas commis... Oui, vous n'êtes pas allé... voilà. Vous n'êtes pas allé jusqu'à là où il fallait aller. Ça devient bon, que non, vous n'avez pas. Mais pourtant, moi, c'était mon copain. Dans le cadre de vos activités de Miss, vous avez quand même rencontré quelqu'un avec qui tout à fait. Vous auriez pu vous marier. Parce qu'il vous a proposé le mariage. Alors, à quel moment on sait qu'ici, il s'agit du harcèlement et pas nécessairement de quelqu'un qui veut quelque chose de plutôt sérieux? Bon, déjà, l'approche des choses, la personne est restée pendant longtemps, 3 mois déjà, pour me dire qu'il voulait quelque chose de sérieux. Bien que je n'étais pas là, quand je suis rentrée pour faire mes examens en Tunisie. Et il a continué à m'écrire, etc., me faire part de ses intentions réelles. Et étant à distance, je me suis dit, bon, pourquoi pas, en lui posant mes conditions. Et je lui ai posé mes conditions, voilà. Il les a acceptées. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que réellement vous attendez, tu attends de moi? Il m'a expliqué, il m'a dit ce qui a captivé. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, déjà je suis en fin de mes études, pourquoi pas donner la chance et on verra bien. Enfin, en réalité, quand j'acceptais, je me suis dit forcément il va se décourager. À un moment donné. Ouais, à un moment donné, parce que c'est quelqu'un de mature, etc., qui avait déjà fait la vie, parce que c'était un homme qui était déjà divorcé, donc je me suis dit il va pas forcément supporter. Mais il a supporté, donc voilà. D'accord.
Sauf que c'est c'est un homme qui... Alors, à présent, je vais vous demander à chacune de donner un point de vue sur la thématique ou les thématiques proposées dans les ouvrages. Je vais commencer par Chantal Bonono. Le concours Miss Cameroun, je vais dire le concours de Miss de beauté pour la femme. Valorisant ou dévalorisant? Merci, j'ai trouvé vraiment passionnant, hein. Elle m'a permis de découvrir vraiment l'univers de Miss. Elle m'a édifié hein, sur même. Parce que nous autres, les profanes, on n'imagine pas à quel point ça peut être éprouvant de faire un concours de beauté. On s'est dit, il suffit d'être belle seulement. Alors qu'il y a vraiment beaucoup de préparation, il y a de la volonté, il y a de la responsabilité. Et j'aime beaucoup sa nature, elle est très vraie. Hein. Elle est vraie parce que quand elle dit, quelque part, il faut accepter qu'on est responsable quand même. Il ne faut pas dire qu'on m'a poussé, on m'a forcé, quelque part. Et quand elle donne son exemple, par exemple, on se rend compte qu'on peut arriver là-bas, on est Miss, mais on est encore, disons, on ne connaît pas encore. Donc, voilà ça. Connaître le sens biblique, c'est-à-dire Adam connu Ève, voilà, on ne connaît pas encore. Donc ça m'impressionne. Et je me dis, elle est très bien placée maintenant pour effectivement enseigner à ses petites sœurs, enseigner sur les dangers qu'il y a. Et ça, pour moi, ça m'intéresse parce que directement, j'ai lié ça au combat du féminisme. Parce que je vous ai dit que je suis féministe. Voilà une jeune femme qui décide maintenant, à partir de quelque chose qui est très prisé, un phénomène de Miss, c'est tout le monde qui regarde, tout le monde qui est intéressé. Voilà. Donc, elle décide d'engager un combat féministe. Il faut que la Miss ait des principes et des valeurs. Il ne faut pas qu'elle cède tout le temps. Et il faut surtout que quand elle cède, qu'elle ne mette pas la responsabilité sur les organisateurs, ainsi de suite. Et il faut que la Miss ait quelque chose dans la tête, c'est vrai. Parce que très souvent, on s'est dit, sois belle et tais-toi pour la Miss. Juste ça. Oui, alors que ce n'est pas ça et tout. Donc pour moi, avec ce qu'elle a dit là, moi je pense que c'est valorisant. Franchement, si on le prend de la façon dont elle a décrit ça, c'est valorisant. Oui, parce que si on le prend la manière dont l'homme de la rue et tout le conçoit et tout, effectivement, c'est un peu dévalorisant. Mais tel qu'elle a présenté ça, moi, je suis d'accord. Parce qu'en réalité, à l'intérieur, elle pense que les concours peut-être de beauté côté Afrique francophone mettent en avant, même au Cameroun, beaucoup plus la culture, la maîtrise des langues locales, alors qu'ailleurs, on met en avant une femme au niveau de l'entrepreneuriat. Est-elle capable de mener un projet? Peut-elle... Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus vers ça qu'on devrait converger? C'est-à-dire qu'on propose des Miss qui sont capables de défendre des causes. Certes, aujourd'hui, il y a des causes, mais il faudrait peut-être avoir une entreprise, prouver qu'on est capable de faire preuve de leadership à certains niveaux. Moi, je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, on peut mettre en valeur la culture, les langues nationales, et ainsi de suite. Hein. Mais on peut aussi, effectivement, encourager la femme. Le féminisme, c'est quoi? C'est la femme qui est autonome, la femme qui est un partenaire pour le monsieur d'égal à égal, et tout dans le leadership féminin. Je suis d'accord. Je suis d'accord. D'égal à égal, exactement à quel niveau? Bon, non, attendez un peu. Il ne faut pas penser que l'égalité, ça veut dire être semblable. On ne peut même pas, puisque physiquement, physiologiquement, nous sommes différents. Non, mais je veux dire que, par exemple, à compétence égale, salaire égal. Tout à fait. Voilà, ce genre de choses et tout. Donc, je suis d'accord pour que maintenant, aussi en Afrique, si on avait oblitéré cet aspect-là, l'aspect intellect, l'aspect leadership féminin, je suis d'accord qu'on l'encourage aussi. Mais ça n'empêche pas qu'on poursuit avec nos valeurs. Hein, tout à fait. De culture. Il ne faut pas les perdre. Alors, Béatrice Doudou, vous envisagez un de ces quatre écrire un texte de poésie? Maman, je ne sais pas. Je ne suis pas. D'accord.
la poésie ici, à l'intérieur, elle a quand même parlé d'amour. Mm. L'amour, parfois, qui peut... globalement, votre regard sur l'amour, peut-être en vous focalisant sur votre expérience personnelle. L'amour qui peut être un bien, l'amour qui peut être dépendance, l'amour qui peut être également carrément étau. On ne sait pas comment en sortir. Bon, moi, vraiment, tout ce qui concerne l'amour, c'est pas trop mon domaine. Ah, d'accord. Je n'ai pas, je n'ai pas vraiment. Ça veut dire en encore- réalité, est-ce qu'on a peur de se dévoiler en fait? On veut garder un côté secret. Moi, enfin, pour moi, personnellement, enfin, j'aime avec la tête. Ça dit que, enfin, je me dis toujours que dans la vie, on est intéressé forcément, mais les intérêts ne sont pas, voilà, tous les mêmes. Mais on choisit une personne avec qui on voit sa vision. Est-ce que cette personne, je peux partager ma vie avec? Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on peut construire ensemble? Est-ce que c'est comme ça que moi, je vois... De l'intérêt. Voilà, ce qui est relation, etc. Je ne suis pas trop pour les amours, enfin, je sais pas, Irréfléchi, voilà, passionné, on aime pour rien, on ne sait pas pourquoi, on est fou amoureux, etc. Vraiment. Pour donc, moi, il faut ça, toujours pour moi, calculer ses intérêts. Pourquoi est-ce qu'on va avec tel ou tel... Bon, l'intérêt qui n'est pas forcément financier. Non, c'est pas forcément ça peut être financier, effectivement... oui. Est-ce que, voilà, parce que moi, je me dis, pour moi, le mariage qui dure, ou alors vraiment la relation qui va durer, c'est une personne qu'on regarde. Est-ce que cette personne-là, avec ma vision, est-ce que les valeurs qu'on a, est-ce que ça va avec, est-ce que ça match, la vision, etc. On regarde. Là, au moins, je saurais si ces défauts sont tels, je peux supporter. Parce qu'en réalité, c'est de pouvoir supporter ces défauts-là. C'est vrai. Et il y a des défauts qu'on ne peut pas supporter. Mais lorsqu'on dit qu'on aime pour rien, on va toujours trouver que l'autre ne nous aime pas assez. Oui. Il ne nous donne pas autant que ce qu'on donne. Parce que tellement on aime la personne, la personne ne pourra pas... Enfin, voilà. Problème de femme à présent, question de féminicide. Pour vous, quel est le regard qu'on peut jeter? Quelle peut en être la cause? Beaucoup estiment qu'il s'agit quand même des changements et beaucoup d'hommes ont du mal à s'adapter. Entre la femme qui était à la cuisine et la femme désormais qui peut avoir son point de vue, beaucoup d'hommes n'ont pas été préparés à ces chamboulements, ce chamboulement social qui pose aujourd'hui problème. Enfin, moi je ne comprends pas pourquoi beaucoup d'hommes ne sont pas d'accord, puisqu'aujourd'hui des choses qui se faisaient avant ne se font plus aujourd'hui. On ne dit pas non plus que la femme ne doit pas aller en cuisine, c'est ça. On ne perd pas non plus nos valeurs. Ça dit que par contre, moi je suis pas, mais je suis pour effectivement une femme autonome. Ça dit, moi je dis que la femme doit pouvoir avoir son gagne-pain, chercher, etc. Parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui évolue. On voit beaucoup de gens qui ne faisaient rien avant, qui, lorsque le mari n'est plus là, ou alors le mari décide de les quitter, elle devient vraiment... elle est perdue. Elle n'a plus rien pour nourrir les enfants, elle ne sait même pas par où elle va commencer, etc. Non, aujourd'hui, le couple, c'est une femme qui peut quand même avoir son point de vue, apporter quelque chose, sur même, peut-être, elle peut même aider son mari quelque part. Moi, je ne sais pas pourquoi ils voient ça comme de la rébellion, etc. Pour moi, vraiment, je pense que... Je suis un peu surpris par la réponse. Peut-être, vous avez dit à l'intérieur que vous êtes de l'extrême nord, une zone un peu conservatrice. Est-ce que ce discours-là passe? Ça ne passe justement pas là-bas et parfois, je me suis dit, peut-être parce que je n'ai pas encore suffisamment de force, mais effectivement, c'est quelque chose que je combats là-bas, en réalité. Je ne viens pas pour la rébellion, hein. Non. Ça va être difficile. Oui, ça va être difficile, mais je pense que c'est ce qui est important parce que beaucoup de femmes souffrent là-bas. Beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles ne savent même pas faire quelque chose, pas de formation, pas de... Parce que le mari, c'est qui l'oublie, c'est que, ouais, il est là. Ok, aujourd'hui, il peut apporter telle chose. Mais supposons, on ne souhaite pas qu'il ait peut-être un problème, santé, etc., ou quelque chose de tragique arrive. Est-ce qu'il pense aux enfants qu'il a laissés et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire après? Comment elle va faire? C'est ça il faudrait qu'il puisse penser à ça. Donc, je vois pas pourquoi les hommes veulent toujours prendre ça comme de la rébellion. Aujourd'hui, ok, c'est parce que tu amènes telle chose, c'est parce que tu amènes... Non. Parce que normalement, on se complète. On ne dit pas... Je dis toujours qu'on a dit, la femme, c'est à moitié. Elle est à côté de toi.
à côté. Pas derrière toi. Elle n'est pas derrière nous, en dessous de toi, non. Mais pourtant, c'est ce que l'on veut faire comprendre, c'est que la femme est en bas de moi. Non, elle n'est pas en bas, c'est ta femme, c'est ta moitié, c'est ta compagne, celle qui partage ta vie. Elle est censée t'accompagner, comme on le dit. Voilà. Chantal Bonono, entre lacs, quel est le message qu'on essaye de porter? Quelles sont les attentes qui sont tacitement formulées à l'endroit des lecteurs ou du lectorat? Merci de la question. Je vais quand même dire que quand l'auteur écrit, hein, je crois, si je me rappelle bien, c'est Prévert qui le dit là, l'auteur a écrit, hein, en fait, il n'attend rien, c'est aux critiques d'orienter la lecture, de dire ce que lui croit percevoir chez l'auteur, ainsi de suite. Mais bon, je dois quand même dire avec Freud que l'écriture est un besoin, surtout pour certaines personnes. C'est une sorte de rêve éveillé qui permet que, quoi que vous fassiez, il y a un être au monde, une vision du monde, il y a quelque chose que vous voulez faire comprendre aux autres. Oui, c'est comme une sorte de bouteille à la mer et vous désirez que ça arrive au-delà. C'est même comme un SOS hein, qu'on lance hein, parce qu'effectivement, on a quelque chose à l'intérieur qu'on a envie de dire. On a quelque chose de brûlant qu'on a envie de sentir. Maintenant, c'est au lecteur de choisir. Moi, quand j'écrivais en là, je vous ai dit mon état d'esprit. Et de tout ce que je vous ai dit, en fait, il ressentait l'espoir que tout devienne cohérent. Parce que c'est un enchevêtrement, effectivement, de diverses orientations, de plusieurs tiraillements. Donc, maintenant, il faut que ça devienne cohérent. Seulement, bon, j'ai beaucoup lu Albert Camus, que j'aime bien. Dans L'Homme révolté, il montre qu'il n'y a pas cette cohérence, et il n'y aura jamais cette cohérence, parce que le monde, en fait, et l'être humain sont dans une confrontation qui ne finit pas. Pour moi, si seulement le lecteur, en parcourant entre lacs, trouve au moins le plaisir de la création, parce que l'œuvre d'art est d'abord un plaisir, ça doit d'abord susciter une émotion, ça doit d'abord une jouissance des sens. S'il trouve au moins ça avant de voir des aspects purement didactiques, hein, des aspects purement didactiques qui doivent l'informer à telle ou telle chose, ce sera déjà bien. D'accord. Béatrice Doudou, il y a beaucoup de choses à changer, mais dans l'urgence, on commence le chantier à quel niveau en ce qui concerne les concours, l'organisation des concours de beauté, que ce soit Miss Cameroun, pour être aussi compétitif à l'extérieur que d'autres pays d'Afrique anglophone? Je dirais commencer déjà par le catwalk, comme j'ai dit, au niveau des encadreurs, prendre vraiment des professionnels. Au niveau des langues, le bilinguisme, c'est bilinguisme français-anglais, parce qu'aujourd'hui, on a d'autres sens. Parce qu'aujourd'hui, le bilinguisme. Il faut commencer très rapidement à former les candidates à l'anglais et au français. À l'anglais et au français, très rapidement pour que elles soient capables, effectivement, au-delà de la culture, parler vraiment des points qui font d'actualité dans le pays. Elles prennent position parce que c'est toujours ça qu'on demande aux concours internationaux. Et de dire aux filles clairement qu'il faut se préparer financièrement, parce que je le dis dans mon livre, ce n'est pas un péché ou quelque chose de... Il faut se préparer financièrement si on veut gagner, parce qu'on va devoir acheter beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Béatrice Doudou, vous allez présenter le livre bientôt, on l'espère. Le grand public, dédicace. Oui, très bientôt, ça sera très bientôt. Vous êtes également tiktokeuse, influenceuse, web. L'un de vos concepts, que le riche qui mouille aime bien, c'est dit on t'arrache. Et bon, il a même Mikado, bonsoir. Merci Jean-Jacques Franco. C'est curieux.